Anniversaire de l'Alliance Transit, faisant partie de la programmation de la Maison de développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Bernard de Valkenburg, je suis responsable du carrefour Synergie à la Maison de développement durable. La Maison de développement durable est un carrefour d'échange, de réflexion et d'innovation sur le développement durable. Elle est aussi un bâtiment écologique et soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion des bureaux dans ce premier bâtiment certifié LEED Platine NC au Québec. Nous animons aussi une programmation d'événements qui permet aux acteurs de changement de se rencontrer, se regrouper et collaborer afin d'amplifier les impacts de leurs actions. C'est dans le cadre de cette programmation qu'on se rassemble aujourd'hui pour présenter l'événement « Quelle source de financement pour la mobilité d'ici 2030 ». Avant de débuter l'événement, j'aimerais remercier le partenaire de la Maison de développement durable, Hydro-Québec, partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Je laisse la place à Sarah Doyon, directrice de Trajectoire Québec. Merci et bon événement. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à ceux qui sont là avec nous en vrai. C'est tellement excitant de vous retrouver. Bonjour à ceux qui sont à la maison. Donc, bienvenue à ce panel intitulé « Quelle source de financement pour la mobilité d'ici 2030 ». Donc, Bernardus le dit, je m'appelle Sarah Doyon, je suis directrice générale de Trajectoire Québec et c'est moi qui aurai l'occasion d'animer cet événement de l'Alliance Transit aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs de le faire puisque c'est le 10e anniversaire de fondation de l'Alliance. Donc, on est vraiment content de faire ça avec vous. Puis aujourd'hui, ce qu'on vous dévoile, c'est notre plus récent travail, soit l'étude sur la tarification, sur une éventuelle tarification kilométrique dans la région métropolitaine et au Québec. Un travail de longue haleine des dernières années. Donc, j'en profite pour remercier nos partenaires financiers de cette étude, la Communauté métropolitaine de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain. Merci beaucoup à vous. Ça n'aurait pas été possible sans ces partenaires. Donc, le déroulement qu'on vous propose aujourd'hui, d'abord, on va avoir un court bilan des 10 dernières années de travail de l'Alliance Transit qui va vous être présenté par Samuel Pagé-Plouffe, le coordonnateur de l'Alliance. Et ensuite, ça sera suivi de quelques brefs témoignages de certains des membres fondateurs, donc Christian Savard, Leila Copti et Florence Junca-Adenau, qui vont vous raconter quelques petites anecdotes des 10 dernières années. Et ensuite, on va se rendre à l'événement principal, donc le dévoilement de cette étude, une présentation de Benjamin Duquet, conseiller en mobilité chez Vivre en Ville, qui est le principal rédacteur de cette étude, accompagné de Samuel Pagé-Plouffe, qui a coordonné tous les travaux. Donc, ils vont vous présenter ça. Ça va être suivi d'une courte présentation de Mme Brigitte Miller, économiste et associée de recherche à la chaire mobilité de Polytechnique, et ensuite une présentation de Marie-Michelle Cauchy, conseillère en recherche à la Communauté métropolitaine de Montréal. Après toutes ces présentations, on aura l'occasion de discuter donc avec nos 4 panélistes et vous aurez l'occasion de poser vos questions. C'est vrai autant pour les personnes ici avec nous aujourd'hui que pour les personnes en ligne. On va vous expliquer le fonctionnement de la période de questions rendue à ce moment-là, mais tout le monde aura l'occasion de participer. Donc, je cède maintenant la place à Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur de l'Alliance Transit, qui va nous faire un bilan des 10 dernières années. De mérite pour ce bilan-là parce que je l'ai fait en collaboration avec Philippe Cousineau-Morin, qui est membre fondateur de l'Alliance Transit, qui a été très actif et qui est aujourd'hui à Rimouski. Donc, c'était difficile pour lui d'être avec nous sur place. Pour ce 10e anniversaire, pourquoi pas avoir un bel album photo avec 10 grands jalons qui ont marqué l'Alliance Transit. Et merci, c'est ce que je recherchais justement. Pour changer, c'est... D'accord. Donc, 10 grands jalons, comme je disais, un texte qui a été co-rédigé là, avec Philippe. 2011, lancement de Transit avec le document Artères bloquées. Donc, vous allez voir des visages qui ont peut-être un peu changé, mais qui sont reconnaissables dans la salle présentement. En août 2011 est lancé Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec, avec une 50aine d'organisations en appui. C'est la première mobilisation collective depuis 2005 et la défunte Coalition pour le transport en commun. L'Alliance exige un rééquilibrage du FAR, le Fonds des réseaux de transport terrestre, à 30 % pour les transports collectifs et 70 % maximum pour le secteur routier. Par ailleurs, le contexte est grave. Ça vous rappellera des souvenirs. Durant l'été, une poutre s'est effondrée dans le tunnel Ville-Marie à Montréal, en témoignage de la dégradation avancée de nos infrastructures.
Le ministre des Transports est éjecté de son siège à ce moment-là, et ce grave constat pousse Transit, avec l'Association pour la santé publique du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec, à demander un moratoire sur le développement de la capacité routière. Le temps d'un bilan de la vétusté des infrastructures existantes est arrivé. Deuxième moment important, donc, fin annoncée de la politique québécoise de transport collectif. Un succès de l'État québécois, la politique québécoise de transport collectif vient à échéance en décembre 2011. Les succès furent pourtant rendez-vous avec une hausse de l'offre de services de 23 % et de l'achalandage de 11 %. C'est nettement au-delà de ce qui avait été, de ce qui était visé dans la politique quand elle a commencé. Transit demande une reconduction pluriannuelle de la politique, bonifiée avec les revenus croissants du Fonds vert. C'est une longue bataille qui s'amorce à ce moment-là et qui sera gagnée seulement 7 ans plus tard. Troisième moment fort, donc le ministre des Transports et des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault en l'occurrence, reconnaît la nécessité d'un rééquilibrage route-transport collectif. Donc Sylvain Gaudreault est le premier ministre des Transports à s'engager vers un rééquilibrage des investissements en faveur des transports collectifs. C'est donc la fin du bord ouvert routier qu'on connaissait dans les années 2000. Et à ce moment-là, il y a aussi l'adoption d'une stratégie québécoise de mobilité durable 2 mois avant les élections. Et donc, malheureusement, là, cette stratégie-là ne sera jamais vraiment mise en œuvre. Mais il y a un transfert d'1 milliard de dollars qui passe des routes vers les transports collectifs, qui, lui, sera maintenu. Puis ça, c'est en écho à une demande qui avait été faite par de nombreuses organisations, là, qu'on pense de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, la Chambre de commerce Montréal métropolitain, l'Institut du développement urbain, l'UMQ et Transit. Donc, ce sera quand même un leg très important. Un fonds vert qui ne donne pas les résultats attendus. Là, donc, voilà le fameux Philippe en commission parlementaire. Transit et d'autres s'inquiètent de ne pas voir percoler les sommes accrues du fonds vert dans les projets de transport collectif. Donc, l'Alliance démontre que le ministère des Transports paie des factures courantes avec les fonds du marché du carbone plutôt que d'ajouter des projets neufs en transport collectif, facilitant par vase communicant le gouffre financier des infrastructures routières. Cette critique-là, bon, parmi d'autres, là, on ne va pas s'arroger tout le mérite, mais amèneront une réforme de la gouvernance du fonds vert en 2017. Mais bon, l'argent au fonds vert, on a encore la difficulté à retrouver sa trace là, dans les comptes du MTQ. Cinquième moment, une grande campagne citoyenne. Donc, à la rentrée 2016, des citoyens de partout au Québec s'unissent à l'invitation de Transit pour demander plus d'investissements en transport collectif et l'adoption d'une politique de mobilité durable. La campagne « Je suis prêt pour plus de transport collectif » fait partie de la mobilisation qui amènera des décisions positives au budget de 2017 et de 2018. Sixième moment. Sur le front fédéral, des sommes majeures rendues disponibles. Donc, lancées à la fin du gouvernement Harper, les fonds fédéraux en infrastructure de transport collectif amèneront une prévisibilité qui est assez salutaire pour le développement des transports collectifs. Le budget de 2016, budget fédéral, annonce 25 milliards sur 11 ans. Voilà aujourd'hui environ 7 ans que les programmes fédéraux sont maintenus, bonifiés et pluriannuels, ce qui est quand même une excellente recette pour les planificateurs de la mobilité durable. Ces sommes importantes se butent toutefois à des ententes provinciales fédérales souvent difficiles, ce qui ralentit certains investissements. Et là, bien, vous voyez un moment là, où Transit mettait de la pression pour ne pas laisser cet argent-là dans les coffres. Septième moment, gens d'affaires industriels et écologistes font front commun pour le transport collectif. Alors qu'on voit poindre la fin de l'austérité budgétaire à Québec, Transit rallie plusieurs acteurs économiques et écologistes autour d'un discours d'investissement payant en transport collectif, en collaboration en particulier avec l'Alliance Switch. Des leaders d'affaires comme Yves-Thomas Dorval du Conseil du patronat et Alain Aubu de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec prennent le bâton de pèlerin et convaincre leurs alliés de demander au prochain budget québécois un réinvestissement en transport collectif. Huitième moment, des investissements et enfin une politique de mobilité durable. On voit les sourires qui commencent à poindre. Au budget de 2017, Québec s'engage à développer en 1 an une politique de mobilité durable qui renouvellera finalement la politique québécoise de transport collectif. C'est le début d'une co-construction de la politique de mobilité durable élaborée par le MTQ avec le comité consultatif qui existe encore par ailleurs, qu'on appelle maintenant le comité de suivi de la politique.
neuvième moment, neuvième jalon, la pression pour le rééquilibrage des investissements s'accentue. Alors, on ne pensait pas que ça marcherait autant celui-là, mais ça a drôlement marché. Les bénéfices socio-économiques des transports collectifs n'étant plus à démontrer, l'Alliance recense les données d'investissement hors Québec pour constater que le retard est patent. L'Ontario, sous un gouvernement conservateur, prévoit investir 5 fois plus par habitant pour des projets de mobilité durable. Au même moment, la Ville de Québec est la seule de sa taille à ne pas avoir de réseau structurant, ou enfin de projet de réseau structurant. L'argument fait mouche et les partis politiques rehaussent, dans la campagne électorale, les cibles de rééquilibrage dans leurs engagements. 10e moment, c'est où on en est maintenant. On a eu donc le plan pour une économie verte, où on trouve un engagement formel de rééquilibrage des investissements et certainement de l'ambition en transport collectif, mais pas de solution pour pérenniser, améliorer le financement des transports collectifs. Donc, dans le cadre du plan pour une économie verte, le gouvernement s'engage à rééquilibrer les investissements, mais 2 ans et demi après le début du chantier sur le financement des réseaux de transport qui a été lancé par le ministère des Transports, il n'y a toujours pas de nouvelles sources de financement qui ont été identifiées. Transit continue d'en faire la demande, comme vous allez en entendre parler aujourd'hui. Et enfin, peut-être un dernier petit mot sur ce qu'on fait depuis le début de la pandémie, notamment. Là, on milite pour qu'il y ait des mesures d'aide suffisantes pour assurer le maintien de l'offre de services et s'assurer aussi que les cibles de croissance de l'offre de services soient maintenues. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci à Philippe, notamment, pour la rédaction. On va maintenant passer à quelques témoignages de membres fondateurs. Donc, Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, allié de la première heure de cette alliance. Je te cède la parole. Merci d'être présent en personne. On se le disait juste avant. La rentrée va être déjà un peu plus agréable que l'année dernière, déjà qu'on se voit au-delà des Zooms pour certaines personnes, mais quand même, merci à ceux qui sont à distance d'être présents à cet événement qui me permet de me sentir un peu vieux parce que j'étais là sur la première photo puis de voir tout le travail que ça demande. Mais justement, ça me permet de mentionner 2 choses lorsqu'on veut tenter de changer justement les choses, tenter de changer le monde. Et 2 choses que je veux mentionner. D'abord, une chose qui est importante, surtout pour un enjeu qui est un peu transversal, qui touche à tout le monde, qui n'a pas de porteur direct parfois, où il n'y a personne que c'est la mission juste le financement du transport collectif. Trajectoire un peu, mais ils ont aussi la protection des usagers. Nous, à Vivre en Ville, on a également, ça fait partie de la donne de villes plus viables, de villes plus durables, mais ce n'est pas juste ça. L'importance de l'union entre les acteurs de la société civile notamment et une société civile élargie. Se parler en continu, prendre le temps au début de partager nos positions, d'établir un plan de match ensemble et après de continuer à serrer les coudes. De cette manière-là, on fait front commun très longtemps et il y a pas c'est très difficile pour après ça les paliers supérieurs du gouvernement de nous contourner, de dire ouais mais un tel lui il dit qu'il faudrait plus ça, un tel lui il dit qu'il faudrait plus ça. Lorsque on s'entend ensemble dès le début, ça fait en sorte qu'on devient un bloc qui peut durer aussi dans le temps. Et donc, cette union-là qu'on a eue de différents acteurs en 2011, en août 2011, a changé la donne au Québec. Parce que si on regarde dans d'autres juridictions en Amérique du Nord, il n'y a à peu près qu'au Québec qu'il y a eu une augmentation de l'achalandage du transport collectif. Pour différentes raisons, un peu partout en Amérique du Nord, l'achalandage stagne. Dans certains cas, c'est l'arrivée massive d'Uber dans certaines métropoles nord-américaines. D'autres cas, c'est pour d'autres exemples, pour du sous-financement. Mais la pression qu'a pu mettre Transit dans les dernières années pour augmenter les budgets, et je pense que le bilan qui a été présenté par Samuel est patent, nous avons réussi à faire augmenter les budgets pour le transport collectif, a fait en sorte que le Québec est probablement la juridiction en Amérique du Nord qui s'en tire le mieux.
on sait maintenant qu'on va faire face à des défis qui s'en viennent, et ça va être le thème du panel, parce que avec la pandémie, les défis sont rendus doubles. Ça m'amène aussi à parler de l'autre mot que je voulais dire, c'est la persistance. Quand on fait ce genre de choses-là, et c'est une des plus grandes leçons, il ne faut pas s'attendre à gagner en 1 an, en 2 ans, même en 3 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut être persistant, parce que sinon tu dis, bah, elles ne sont pas difficiles pour, disons, les gens qui ne sont pas convaincus de nos idées. Si tu ne persistes pas, on est considéré comme facile à tasser. Comme vous avez vu dans le bilan montré par Samuel, ça a été 4 ans après qu'on a commencé à avoir des gains et que les gains par la suite se sont multipliés. Donc, la persistance dans les demandes est incontournable, même si au début, on ne nous écoute pas beaucoup. Même si au début, on ne nous invite pas à parler au ministère des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires. Donc, la persistance, l'union et la persistance sont 2 leçons des 10 années de transit, et je crois qu'il va falloir maintenir ça dans les prochaines années pour le transport collectif, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. En tout cas, moi, j'ai eu ces réflexions-là. Je terminerai quand même en mentionnant qu'il manque quelqu'un aujourd'hui, une membre fondatrice essentielle, et si je peux même vous dire qu'on était pas mal les 2 larrons les plus actifs, surtout pour faire fonctionner ça d'un point de vue logistique. Une alliance, là, derrière, il y a des éléments logistiques, puis ainsi de suite. Je pense évidemment à Coralie Denis, directrice générale du CRE Montréal, qui est décédée dans la dernière année. Donc, on a une pensée pour elle aujourd'hui. Puis, c'est dans ces moments-là où on se voit plusieurs personnes en personne qu'elle nous manque particulièrement. Donc, pensez à Coralie et tout le travail qu'elle a fait, particulièrement dans les premières années. Donc, sur ce, je passerai la parole à une autre de nos complices des premiers jours, Leila Copti, présidente de Copticom Relations publiques, en tout cas tu te présenteras, qui a été aussi là au tout début, puis je pense que même pour elle, ça a été un début d'aventure entrepreneuriale. Donc, Leila, merci. Bonjour, effectivement, ça fait un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. 10 ans, Copticom va fêter ses 10 ans aussi, donc c'est très symbolique pour nous, Transit, et c'est plus que symbolique, ça nous a caractérisé beaucoup dans nos façons de travailler. Christian l'a très bien mis la table, ce bien commun, cette pensée du bien commun qui n'est pas vraiment naturelle, et cette durée dans le temps et l'agilité de Transit aussi. Je crois que ce qui fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est que ça vive encore et que ça soit toujours là et encore plus pertinent qu'avant. J'ai vu passer les premières photos, des clins d'œil pour ceux qui n'étaient pas là. Ça traduit un peu notre âge, mais effectivement, cette demande conjointe de moratoire du développement autoroutier qu'on a sorti 2 mois après le lancement de l'Alliance, donc avec la présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec à l'époque, Madame Françoise Bertrand. Je peux vous dire que ça a été un des coups vraiment les plus chouettes qu'on a fait pour montrer à quel point ça dépassait des enjeux environnementaux. Ça venait chercher des enjeux de congestion, de productivité pour les entreprises. Il y avait des coûts énormes au fait de ne pas investir dans les transports collectifs, et juste de voir la réaction des journalistes à l'époque, et même la réaction du ministre des Finances à l'époque, qui était M. Raymond Bachand, sur cette sortie conjointe, ça avait vraiment démontré à quel point ça sortait uniquement du discours environnemental. On a beaucoup de... Je ne vais pas refaire l'historique de Samuel parce que j'étais là à toutes ces étapes-là, mais dans les anecdotes aussi qu'on voit moins, c'est les huis clos du budget. Et je peux vous dire que cette complicité dans les huis clos du budget et l'arrivée de Transit avec son niveau d'expertise, son niveau aussi de persistance, d'aller talonner les fonctionnaires pour savoir exactement où vont passer les argents, parce que c'est pas évident de comprendre le financement de transport collectif
et c'est pas toujours clair au gouvernement non plus, où on avait même l'impression de leur apprendre comment ça fonctionnait et de voir l'ensemble des acteurs venir voir la table de transit pour écouter qu'est-ce qu'on comprend, ça, et cette complicité qui s'est faite à travers ces 10 années-là. Moi, j'étais à tous les huis clos du budget avec Transit, c'est une tradition et c'est vraiment fascinant de voir cette organisation-là aujourd'hui qui reste plus pertinente que jamais, surtout avec cette pandémie-là. Et longue vie à Transit, je suis votre première membre la plus fervente. Et parlant d'expertise, ça me fait grand plaisir d'introduire notre mentor à tous et à toutes quand on parle de financement des transports collectifs et même de tactique politique, je dirais. Je parle de Florence Jonca-Adenau. Merci. Ben moi aussi, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente de voir des visages, d'être avec vous, de commencer à finir ce que j'appelle le noviciat informatique virtuel qui a été notre sort à tous et toutes depuis maintenant 19 mois. Je vous dirai après c'est quoi le noviciat informatique virtuel. Et oui, je faisais partie des foufous et faux-folles qui, un jour, ont décidé que assez, c'était assez et qu'il fallait qu'on trouve des façons de rééquilibrer le lien entre les priorités que les différents gouvernements mettaient de l'avant en disant priorité au transport collectif, on va lutter contre la congestion, on va faire du développement économique, etc. Et sur le terrain des décisions budgétaires, on se situe il y a plus de 10 ans en arrière. C'était l'inverse qui étaient les choix qui se faisaient dans les officines gouvernementales et qui continuaient à privilégier de façon ouverte le développement du réseau routier et autoroutier. Donc on était dans ce contexte-là, à cette époque-là. Et les groupes, moi j'ai beaucoup aimé les interventions de Christian et Leïla, donc je ne vais pas les répéter parce que je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit comme condition. Mais quand on regarde, comment on regardait comment s'en sortir, mais on s'est dit qu'il allait falloir d'abord qu'on rallie beaucoup de monde autour de la question du financement. Hein, ce qui se discutait, c'était je choisis un projet, je supporte un groupe, mais le financement, c'était d'abord difficile à comprendre, c'était difficile à défendre, ça mettait le monde en opposition parce que chacun avait ses objectifs et ses priorités. Donc, réunir autour de cette idée, aller chercher le plus grand nombre possible de milieux différents, coopter, travailler ensemble, apprendre à se comprendre, apprendre à vulgariser, apprendre à aller au fond des choses. Et moi, je pense et le faire dans le temps. Pourquoi on existe encore aujourd'hui? C'est qu'on a été pertinent, tout le monde ensemble, en allant chercher les bons alliés au bon moment pour défendre que c'est impossible de faire du développement de services de transport collectif si on ne fait pas des choix. On a des ressources limitées, puis ces choix-là se font à l'intérieur des sources qui sont le fort, donc la taxe sur l'essence, la taxe sur l'IMAT, qui va expliquer pourquoi on a une petite présentation à vous faire, et qui se trouve aussi à travers le fonds vert. Et ça oblige à faire des choix de société entre on continue-tu à financer l'auto-individuel ou est-ce qu'on s'en va vers des modèles beaucoup plus collectifs où on fait des choix de transport collectif. Alors moi, mon petit message, une fois que j'ai dit ça, c'est que quelque chose qui m'est toujours apparu très important, c'est qu'il faut devenir crédible. Pour être crédible, il faut s'appuyer sur des données, il faut s'appuyer sur des études, il faut s'appuyer sur des expertises. Il faut être capable d'être incontournable quand on prend position. Il faut se retenir des jugements de valeur à un moment donné où on a envie d'envoyer peut-être aux calendes plus ou moins grecques
ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, la crédibilité à partir des données, être très tenace, être très perspicace, aller au fond des choses. Je pense que ça fait aussi partie de la dynamique que Transit a essayé et continuera à essayer, puis va continuer à le faire, parce qu'on se parlera dans 20 ans et puis on va espérer avoir atteint les buts que l'on veut atteindre. Je termine, parce qu'il y a la présentation qui s'en vient. Je termine en disant que moi, l'image qui m'a le plus frappée, une des images, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est que quand on a lancé Transit, le gouvernement consacrait 82% des fonds du fort au réseau routier, à son entretien, à son développement surtout, et 18% au transport collectif. On s'est fait traiter de petits fous et folles quand on a commencé à mettre un but 70-30, 70 routiers, 30%. Et, là tu ne l'as pas dit, et la coche d'après, c'était 50-50. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le gouvernement au pouvoir actuellement, il l'a mis dans son programme politique. 50 routiers, 50 transports collectifs. Alors, ça boucle nos 10 ans. Donc, il faut se trouver d'autres buts et il faut continuer. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a personne qui doute ni de la pertinence ni de la crédibilité de l'Alliance Transit. Donc, on peut s'appuyer sur les 10 dernières années, puis on va continuer encore à travailler. Donc, on va passer... Oh, non, je vais quand même prendre 2 minutes. Merci, Christian, d'avoir souligné le travail de Coralie Denis. Je pense qu'on a effectivement tous une pensée pour elle aujourd'hui. Donc, là, c'est vrai, on est vraiment rendu au moment du dévoilement de l'étude. Donc, j'inviterai Benjamin Duquet, conseiller en mobilité chez Vivre en Ville, Brigitte Miller, économiste et associée de recherche à la chaire mobilité de Polytechnique, et Marie-Michelle Cauchy, agente de recherche, j'oublie, conseillère en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal. À venir à l'avant, on va commencer par la présentation de Samuel et Benjamin qui nous présentent cette fameuse étude. Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que mon micro fonctionne? Je vais laisser Benjamin s'asseoir. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte sur cette étude et je laisserai Benjamin aller au cœur de la réflexion. Ensuite, ce sera suivi, comme disait Sarah, d'un panel avec Brigitte et Marie-Michelle. Donc, ça fait pas mal plaisir, en fait, d'être là aujourd'hui pour enfin présenter cette étude-là. On a commencé à travailler là-dessus en 2019, fin 2019. Benjamin, tout est arrivé, je crois, au début 2020. Et je vous le dis tout de suite, en fait, elle a été terminée il y a déjà un peu moins d'1 an de cela. Mais bon, on a réalisé, c'était pas prévu, on a réalisé une étude en temps de pandémie et on cherchait le bon moment pour la rendre publique. C'est pas nécessairement évident à ce moment-ci, mais bon, on a décidé de saisir l'opportunité que représente le 10e anniversaire de l'Alliance Transit pour le faire. Un petit mot rapide peut-être sur la méthodologie de l'étude. Donc, essentiellement, Benjamin a parcouru ce qu'il y avait comme littérature scientifique sur la question de la tarification kilométrique et plus largement sur la question là, de la tarification routière. Mais on a aussi fait une série d'entrevues avec des experts des parties prenantes, là, une 20aine si je ne me trompe pas. Et vous pourrez voir la liste. Tout ça est maintenant en ligne sur le site de Transit. L'étude, elle est maintenant disponible avec une jolie mise en page. Donc, je vous invite à la lire. Très bonne lecture de chevet qui fait presque 100 pages. Donc, sur les objectifs de l'étude, donc je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien. Oui, donc les objectifs de l'étude... ça, c'est mon plan de présentation. Désolé, il va y avoir 5 points principaux. Les objectifs et la mise en contexte que je voulais faire. Après ça, Benjamin, il va sur les différents types de tarification routière. Un retour sur les expériences étrangères.
Toute la question de l'acceptabilité sociale sera abordée et enfin une perspective sur les défis, les enjeux et les recommandations dans le contexte de la région métropolitaine de Montréal et aussi au Québec. Donc, objectif et contexte de mise à gagner, de manque à gagner en transport. Donc, sur les trois principaux objectifs de l'étude que l'on a définis avec les partenaires qui sont la communauté métropolitaine de Montréal et l'autorité régionale de transport métropolitain. D'abord, présenter la faisabilité de mettre en place une technologie de tarification kilométrique dans la région métropolitaine de Montréal. Deuxièmement, dresser un portrait actuel de cette mesure écofiscale. Et troisièmement, approfondir la réflexion à l'égard de la tarification kilométrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a été beaucoup présent dans l'espace public, en particulier à l'automne dernier. Enfin, dans les dernières années, on en a beaucoup parlé. Il y a des acteurs qui se sont prononcés pour. Donc, mais ça méritait un approfondissement de la réflexion parce que c'était une idée qui demeurait tout de même floue et qui pouvait paraître un peu éloignée dans le temps, malgré que, comme je vous disais, elle suscitait beaucoup d'intérêt, notamment chez les experts qui voient un potentiel énorme d'atteindre certains objectifs qu'on se donne, par exemple en termes de réduction de la congestion, par exemple en termes d'adoption de modes durables, et aussi parce qu'il y a une réflexion, on va en reparler, qui est assez incontournable et qu'on doit tous avoir, c'est comment on va remplacer au Québec la taxe sur les carburants qui finance une grosse partie, en fait la part du lion des réseaux de transport, du moins pour ce qui est du gouvernement du Québec. Donc, le contexte, rapidement, je vous fais ça, le contexte de diminution des revenus. Donc, on voit déjà une stagnation, là, vous la voyez à l'écran, des revenus de taxes sur l'essence. Et en parallèle, il y a une courbe assez hyperbolique du nombre de véhicules électriques qui commencent à se retrouver sur nos routes. Et donc, la courbe que vous voyez, il y a un aplanissement, mais rapidement, les revenus vont fondre comme neige au soleil, les revenus de taxes sur les carburants. Donc, dans le contexte de ce manque à gagner-là, il y a le fameux phare là, auquel on réfère depuis tout à l'heure. Le phare, c'est le fonds des réseaux de transport terrestre et ce qu'il a de spécial, ce fonds-là, c'est qu'il est autofinancé, donc d'année en année, le gouvernement du Québec doit s'assurer qu'il y ait suffisamment de sous dans la caisse pour pouvoir décaisser finalement tous les dépenses qui sont associées à la fois au réseau de transport collectif et au réseau routier. Et là, au cours des dernières années, on voit un manque à gagner qui est majeur, en fait, qui représente environ 12 % de manque à gagner et qui va s'en aller, s'il n'y a rien n'est fait, en s'accélérant, en s'empirant. Il y a un élément qui n'était pas présent quand on a débuté l'étude, c'est le contexte de pandémie avec la baisse des revenus tarifaires et là, toutes les aides d'urgence qui ont commencé à être fournies par à la fois le palier fédéral et le palier québécois. Il y a donc une situation présentement où les sociétés de transport doivent trouver des alternatives pour financer leurs opérations. En plus de tout le reste donc, qui était déjà présent. L'augmentation des dépenses. Hein? On le sait, il y a un nombre important de projets qui sont sur la table en transport collectif d'une part, mais pas qu'en transport collectif, aussi pour le réseau routier. Donc on le sait, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, un exemple parmi d'autres. Et il y a un bon rapport auquel Marie-Michel pourra faire référence, qui documente là, la situation dans le Grand Montréal. On voit que les dépenses augmentent à un niveau de 7-8 % par année et clairement, ce n'est pas le cas des revenus. Donc, cette situation-là, là, où il y a un écart croissant qui s'accentue d'année en année entre les revenus et les dépenses, bien, il est documenté, il est reconnu par à peu près tout ce qui existe de partenaires de la mobilité, là, que l'on pense, comme je disais, aux institutions métropolitaines, mais aussi le ministère des Transports du Québec, et ça, c'est mon dernier point, qui, dans un chantier sur le financement qui a débuté en 2019, a clairement dit ceci, a clairement dit que en fait, qu'il faut chercher des nouvelles sources de financement pour pouvoir répondre à la demande.
Alors ça, c'est le contexte dans lequel on s'inscrivait quand on a débuté l'étude. Comme je disais, il y a eu la pandémie qui s'est ajoutée. Et on pourra en discuter peut-être un peu plus dans le panel. Mais je passe maintenant la parole à Benjamin, qui va vous entretenir plus spécifiquement là, sur la question de la tarification kilométrique. Donc, c'est bon. C'est vrai que c'est pas une bonne idée de tousser. Comment? Ah. Ouais. Donc, c'est ça. On parle de tarification kilométrique, mais c'est une tarification, ça fait partie des tarifications routières, parmi d'autres. Justement, on peut en voir les plus souvent utilisés. Il y a d'abord le péage à cordon, qui, au fait, qui n'existe pas à Montréal, mais qui a souvent existé ailleurs. Puis ça s'est un peu popularisé à Londres et à Stockholm en 2003 et en 2006. En fait, le péage à cordon, c'est principalement pour les questions de diminuer la congestion routière. On fait vraiment un périmètre autour du centre-ville ou de l'endroit qui est le plus congestionné dans la ville. Et il y a des caméras qui prennent les plaques d'immatriculation en note. Sinon, il y a aussi, ça peut se faire pour la question de la congestion, mais aussi pour la pollution. Il y a Milan en 2011 qui a mis en place également un péage à cordon, mais cette fois-ci, c'était vraiment parce que la ville était une des plus polluées au monde. Puis, depuis, il y a seulement les véhicules électriques ou des véhicules très peu polluants qui peuvent passer au centre-ville. Sinon, en Amérique du Nord, il y a Manhattan qui devrait mettre en place un péage à partir de la 60e rue. Puis, donc, c'est ça, c'est pour vraiment des questions de congestion. Et le seul problème, c'est que ça ne tient pas compte vraiment, ce genre de péage-là, ça ne tient pas compte des revenus des automobilistes qui vont au centre-ville. Et ça coûte généralement assez cher pour mettre en place. L'autre type de péage qui a déjà été utilisé au Québec, notamment pour le pont Champlain et Jacques-Cartier il y a plusieurs années, c'est le péage routier, dans le fond. C'est vraiment, maintenant, ça s'est réapparu avec le pont de l'autoroute 25, ainsi qu'une partie de l'autoroute 30. En fait, cette fois-ci, ce n'est pas nécessairement pour contrer la congestion routière, même que ça peut en créer dans certains endroits. C'est vraiment pour amortir les coûts d'investissement et de construction ou d'entretien de ces réseaux routiers-là. Le seul désavantage aussi, c'est vraiment également que ça coûte généralement un peu plus cher. Sinon, on en a parlé un petit peu avant, depuis le début, c'est la taxe sur l'essence, qui est vraiment la méthode la plus utilisée dans les pays occidentaux. Au Canada, elle est de 10 %, de 19,2 % au Québec, puis dans la région de Montréal, elle est de 3 % pour financer particulièrement le transport collectif. L'avantage, c'est qu'elle est facile elle est simple à opérer puis facile à percevoir, puis elle est associée à l'utilisation du carburant. Le seul problème, c'est que ça ne prend pas en compte justement les déplacements, les distances pas les distances de déplacement, mais je veux dire les revenus, puis ça ne gère pas non plus la congestion routière. Puis son principal défaut, c'est en train de s'éroder pour les prochaines années, donc surtout avec l'arrivée des véhicules électriques. Et on s'en vient maintenant à la tarification kilométrique. Celle-ci, elle est intéressante en raison de sa précision. Elle fait vraiment la mesure la plus efficace pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont adoptées. Donc, si on veut limiter la congestion dans certains endroits, la tarification kilométrique va pouvoir utiliser, par exemple, le GPS pour limiter justement ou faire payer plus cher à certains endroits. Aux heures de pointe aussi, la taxe kilométrique peut être plus chère aux heures de pointe et en certaines régions, et en régions plus rurales, ce serait moins cher. Donc, c'est quand même intéressant, c'est le fait de pouvoir paramétrer justement cette taxe-là. Le seul côté négatif, ou le principal, on va en parler, c'est l'idée que c'est la question de la confidentialité des données. C'est le principal enjeu parce qu'au niveau de la technologie, il y a 10 ans, on disait que c'était quand même difficile de mettre en place. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est quand même assez simple. C'est beaucoup ce qu'on nous a dit. Et donc, c'est ça. C'est vraiment la question de la confidentialité des données, ainsi que la question de l'acceptabilité sociale, qui, pour l'instant, on n'attend pas beaucoup. Oui, on a entendu parler à travers les journaux, un petit peu comme nouvelle source de financement, mais c'est encore très peu connu. Donc, ça demande un petit peu plus d'informations sur le sujet. Donc,
En fait, la tarification kilométrique, en fait, on paye selon la distance qu'on parcourt. C'est à peu près aussi simple que ça. Et il y a plusieurs façons pour justement pour calculer la distance. En fait, il y a les méthodes technologiques puis les méthodes manuelles. Ça, c'est ressorti des principaux projets pilotes qui ont été faits aux États-Unis. On va y revenir un petit peu plus tard. Et le principal outil qui est utilisé, c'est l'OBD ou le Onboard Diagnostic ou Onboard Device. En français, ça serait diagnostic embarqué ou dispositif embarqué. Donc, en fait, c'est un module de télédétection qui ressemble un petit peu à ça, c'est pas gros, amovible et qu'on connecte dans le véhicule. Dans le fond, tous les véhicules qui ont été construits après 1996 peuvent loger ce type de bidule-là, on peut l'appeler même. Il y en a avec des GPS, il y en a d'autres sans GPS. Sinon, l'autre type qui est quand même assez utilisé, c'est dans le fond, c'est le dispositif le dispositif de télédétection intégré au véhicule avec GPS. Donc, au lieu que ce soit mobile, c'est vraiment dans le véhicule. Puis, dans le fond, ça collecte les données et les envoie dans un réseau mobile centralisé. D'ailleurs, le programme Ajusto des Jardins Assurance utilise déjà cette technologie-là. Puis, il y a bien sûr les téléphones intelligents. Quand il y a eu les projets pilotes, il y a des gens qui utilisaient leur téléphone intelligent avec GPS. Donc, la technologie, elle existe déjà. Sinon, pour les questions de confidentialité des données, c'est sûr qu'au niveau des GPS, c'est quand même un peu sensible. Pour ce qui est des modèles, des outils manuels, maintenant, la confidentialité des données n'est pas vraiment affectée. On a l'odomètre, qui est vraiment tout simple, dans le sens, si on paye une fois par année pour la distance qu'on a parcourue dans l'année, on regarde l'odomètre de l'année dernière, puis celle de cette année, puis on paye la différence. Sauf qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'est déplacé. Donc, la question des paramètres, c'est moins intéressant. Dans les projets pilotes, ils ont proposé aussi à ceux qui ne souhaitaient pas utiliser des GPS, ils ont proposé aussi des permis de temps. Là, c'est sûr qu'on s'éloigne un petit peu de la tarification kilométrique d'une certaine façon, mais il y avait des permis de temps que les gens pouvaient payer pour 10, 25 ou 45 jours, 45 jours de déplacement. Les permis de kilomètres, les gens payaient pour 10 000 km ou 20 000 km, puis peu importe le temps. Et les taux fixes, dans le fond, les gens payaient une fois par mois, ou c'est ça, donc une fois par année, un taux fixe. Donc, justement, pour ce qui est fait à les expériences étrangères, il y a déjà un peu en Europe que ça a été fait déjà, notamment, particulièrement sur les camions, l'industrie pour les camions, dans le fond. À partir des années 2000, il y a plusieurs pays, surtout d'Europe centrale, qui ont mis en place vraiment une tarification kilométrique avec un module OBD. C'était vraiment principalement pour payer les infrastructures routières, mais ça ne s'est jamais fait vraiment pour les véhicules particuliers. En fait, en 2010, aux Pays-Bas, ils ont déjà souhaité mettre en place justement une tarification kilométrique pour la question de l'érosion des taxes sur l'essence, mais ça a été avorté parce que c'était des questions qui ont quand même été polarisées puis politisées, et même que c'était un des arguments, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, ben là, moi, c'est pas la confidentialité des données, c'est risqué. Moi, si ma femme se rend compte que j'ai ma maîtresse, elle va savoir que elle va pouvoir voir ça sur vu que c'est, en tout cas, ça affecte la donnée privée, donc la vie privée. Donc, sinon, actuellement, en Belgique, on en a parlé un tout petit peu dans le rapport, dans l'étude, mais c'est surtout cette année, en 2021, on parle beaucoup en Belgique et principalement de la région de Bruxelles, qui ont mis en place une taxe kilométrique intelligente, qui souhaitent mettre en place une taxe kilométrique intelligente pour 2022. Sauf que présentement, il y a quand même des conflits entre les régions, entre la Wallonie, la Flandre, puis la région de Bruxelles, et ça va peut-être être pour après 2024, même peut-être pas. Donc c'est ça. Si on revient en Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est vraiment, en ce moment, ils sont à l'ère, on peut dire, des projets pilotes. Il y a deux coalitions qui se sont faites, le ROC West, c'est Road Usage Coalition dans les États de l'Ouest, puis à l'Est, qui est une coalition de l'autoroute 95, tous les États qui passent par l'autoroute 95. En fait, il y a certains États qui sont à la phase d'études, d'autres États qui ont mis en place des projets pilotes, puis même d'autres États qui ont vraiment mis des programmes de tarification kilométrique, notamment l'État de l'Oregon, où est-ce qu'il y a des gens qui se portent volontaires pour
payer une tarification kilométrique. En retour, ils se font rembourser la taxe sur l'essence. Et dans l'État du Utah, c'est pour les véhicules électriques, ils doivent payer une tarification kilométrique ou un taux fixe pour contribuer justement au financement des routes. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est vraiment pour le financement des routes et non pas pour la question de la congestion. Dans l'Est des États-Unis, il y a certains États qui ont mis en place des projets pilotes, ainsi que le Minnesota. Donc, tout ça pour dire vraiment qu'ils sont quand même bien avancés à ce niveau-là. Ils développent actuellement leur expertise aux États-Unis. Et puis, ça a l'air de bien passer dans la mesure où le principe d'utilisateur-payeur est semble beaucoup plus, je ne sais pas accepté, mais plus présent dans ce pays-là. Donc, sinon, on a parlé beaucoup des États, des villes, pas des États ou des régions ou des pays qui ont mis en place des tarifications kilométriques. À Vancouver, ils ont fait une étude en 2018 pour mettre en place justement une tarification kilométrique. C'est une très bonne étude, je vous invite à le lire si vous avez le temps. Mais sauf finalement, ils ont fini par, en tout cas actuellement, ils souhaitent mettre en place un péage routier dans la région. D'ailleurs, parce que le niveau de congestion est extrêmement élevé actuellement à Vancouver, puis ils attendent plus de 1 million d'habitants de plus dans la région. Donc, mais encore une fois, la Chambre de commerce de la région n'est pas d'accord. Il y a certaines municipalités de banlieue non plus pour des questions d'acceptabilité sociale, justement. On n'a pas la prétention d'être des experts dans le domaine d'acceptabilité sociale, puis on sait que c'est vraiment un concept assez large, mais on a rencontré plusieurs experts dans le domaine, notamment des experts en droit de la vie privée, des ingénieurs aussi sur la question de la confidentialité des données. Et puis, mais il faut savoir que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut que pour faire accepter l'acceptabilité sociale d'une telle tarification, il faut quand même que la barre soit d'une certaine façon assez haute, dans la mesure où que les gens perçoivent justement ça comme une taxe, une nouvelle taxe, qui voient aussi comme une sorte d'inégalité territoriale ou sociale, et que ça affecte la confidentialité des données. On ne voit plus. Comme tout projet, il faut qu'il y ait un débat public qui doit se faire et la participation d'experts et de citoyens. Il faut que le projet soit bien communiqué puis bien informé, qu'il y ait un projet pilote. Mais ce qui est vraiment propre à la tarification kilométrique, c'est qu'il faut que la confidentialité, il faut que les gens aient confiance envers la technologie qui est mise en place et que les gens aient OK, c'est ça, on voit... Il faut que les gens aient le choix. On ne doit pas leur imposer le GPS. Justement, il faut qu'il y ait une alternative pour utiliser pour se faire tarifer. Pourquoi les données confidentielles? On parle de données confidentielles beaucoup. Bien, pour deux raisons. D'abord, pour la question de la confidentialité des données. Il faut que les données, justement, soient anonymisées ou agrégées. Puis il faut que le stockage de toutes ces données-là soit par un tiers indépendant. Ça ne pourrait pas être le gouvernement du Québec ou le promoteur du projet de tarification kilométrique qui est en main. C'est pour des questions de conflit d'intérêts, entre autres. Et la question de sécurité des données. On vit dans une ère hyper branchée, mais qui est plusieurs... il y a le risque de cybercriminalité puis de rançon logicielle ou ransomware. Donc, en rencontrant des experts dans le domaine des ingénieurs, on s'est rendu compte que c'est faisable, mais c'est quand même sensible. Mais la confidentialité des données, il faut vraiment que ça soit dans le sens qu'on prenne en compte le concept de trust by design, qui prend en compte justement la notion de confiance tout au long du processus, à partir de maintenant jusqu'à la mise en place d'une tarification kilométrique, même pendant le projet pilote. Il faut vraiment que ça soit présent. Ce qui nous amène justement à quasiment conclure en nous transportant ici dans la région de Montréal ou au Québec pour la question des défis et des enjeux. Puis Samuel va terminer avec les recommandations qu'on a ressorties de l'étude. D'abord, il y a toujours la question de l'échelle d'application. Est-ce que une tarification kilométrique au Québec se ferait au Québec ou uniquement dans la région de Montréal ou à travers le Canada ou en Amérique du Nord? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant aussi des zones qui sont peu desservies en transport collectif? On pense notamment à la rive nord de Montréal. La question de la gouvernance aussi, qui va s'occuper justement d'une tarification kilométrique? Et la question des coûts d'implantation, c'est un défi dans la mesure où présentement, il y a
ça n'a pas été fait à l'extérieur, dans le sens, oui, il y a eu dans l'industrie, dans le camionnage en Europe ou aux États-Unis pour les projets pilotes, mais on ne sait pas combien que ça pourrait coûter, ce genre d'études. Donc, c'est extrêmement difficile d'évaluer les coûts, mais on sait qu'il y a certains coûts on peut évaluer une certaine forme de coût. Mais c'est impossible de donner un coût exact, malheureusement. Et, bien évidemment, on ne l'aura jamais trop dit, mais la question de l'acceptabilité sociale est un défi. Merci, Benjamin. Donc, brièvement, les recommandations avant de conclure. La première, c'est une recommandation qui est préalable et qui est au cœur de la mission de l'Alliance Transit, c'est-à-dire investir massivement dans les transports collectifs. C'est toujours bon. Oui, ça donne des alternatives si on devait adopter une tarification kilométrique ou autre forme de tarification routière, mais dans tous les cas, il faut investir dans les transports collectifs. Première recommandation spécifique à la tarification kilométrique, continuez de l'étudier, en fait, parce qu'on voit que c'est un phénomène qui se répand assez rapidement aux États-Unis. Là. Tous les projets pilotes que Benjamin a nommés, ils n'existaient pas nécessairement il y a 5 ans. Là. Donc, il y a une tendance assez lourde qui va rapidement. Si on décide d'aller de l'avant, c'est important de bien définir les objectifs dès le départ, parce que la force de cette mesure-là, c'est certainement sa précision, le fait qu'on puisse la moduler. Et donc, si on a des objectifs clairs, si la raison pourquoi on met en œuvre une tarification kilométrique, c'est par exemple pour réduire la congestion, on arrivera à la paramétrer pour atteindre ces objectifs-là. Certainement qu'il y a notamment la question du financement, là, donc de remplacer éventuellement la taxe sur les carburants ou de financer davantage les réseaux de transport. Deuxièmement, mais donc, Benjamin en a bien parlé, mais déployer les meilleures pratiques en matière d'acceptabilité sociale. Troisièmement, assurer la confidentialité et la sécurité. Oh, est-ce que vous voyez? Pas encore? Oh. Ah, je crois qu'on n'a pas la bonne... Ah, il y a un problème, mais c'est toutes des premières recommandations. Elles sont toutes importantes. Hein? Donc, assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles en identifiant les risques dès le début de la conception d'une tarification kilométrique. Donc, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle mort, justement, sur ces questions-là de technologie. Donc, si on l'intègre dès le départ, c'est une condition gagnante. Lancer des projets pilotes, comme on le voit, il y en a une quantité importante. Ça peut faire partie justement de faire connaître cette mesure-là. Et c'est aussi pour se développer une expertise ici, parce que si c'est quelque chose qui se propage rapidement un peu partout à travers le monde, on voudrait quand même être outillé pour savoir comment le faire quand ça arrivera. Dernier élément, donc envisager la tarification kilométrique dans une perspective de substitution de l'actuelle taxe sur les carburants. Peut-être que vous nous trouvez redondant à cet égard-là. Il y a une part aussi, je vous dirais, de subjectivité, parce que quand on en parle, quand Benjamin et moi, on a fait notre tournée notamment, puis on en a parlé beaucoup autour de nous, on constate qu'assez systématiquement, quand on informe les gens qu'il y a un défi devant nous, il va falloir qu'on remplace cette source de financement-là. Et là, on se retrouve avec une plus grande ouverture à la discussion. Donc, nous, on recommande de le présenter dans cette perspective-là. Ce serait tout pour ce qui est de notre étude sur la tarification kilométrique. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, messieurs. Le temps file vraiment rapidement. Si on veut avoir du temps pour les questions, on va passer tout de suite à la présentation de Mme Millard. Sam, tu gères les PowerPoint comme un champion. Je pense que oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux envoyer ça? Oui. Donc, je suis un petit peu loin de mon objectif. J'espère que ça va marcher. Avec la petite flèche. Je tiens d'abord à remercier l'Alliance Transit de nous donner l'occasion de parler de financement des transports, qui est un de mes dadas. Mon nom est Brigitte Millard, je suis associée de recherche à la chaire mobilité et je suis économiste de formation. La chaire mobilité, si vous ne connaissez pas ça, en fait, c'est une chaire universitaire qui est dirigée par Catherine Morancy et qui est spécialisée dans l'évaluation de la durabilité en transport. Donc, on développe des outils et des méthodes pour cet objectif-là. Et là, ma présentation d'aujourd'hui, on va essayer. Marche-tu? Oui, c'est ça, je suis un peu loin. Hein? Est-ce que je pourrais te demander de changer les slides? Oui, je pense que ça va être plus efficace. C'est déjà fait. Donc, ma présentation d'aujourd'hui part d'un constat qui a déjà été dressé, c'est-à-dire que le financement des transports au Québec est excessivement complexe. On a un enchevêtrement de 3 paliers de gouvernement, d'acteurs publics et privés, des acteurs privés de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui utilisent une variété d'instruments et de sources de revenus, des revenus qui font l'objet de multiples transferts avant d'atterrir dans différents fonds, qui financent une variété de programmes qui se chevauchent parfois.
Et donc, tout ça, c'est encadré par une absence, disons-le, complète de cibles de financement, d'indicateurs et de bilans consolidés qui nous permettraient d'évaluer l'efficacité et l'équité globale du système au regard des utilisateurs et des régions. Et quand on regarde cette figure-là, à mon avis, on a un des freins à l'imposition d'une taxe kilométrique qui n'a pas encore été mentionné, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale d'un contribuable qui se sent ponctionné de partout et qui ne comprend pas où va son argent et à quoi il sert. On va changer la slide. Et donc, ma présentation aujourd'hui, en fait, son objectif, c'est d'alimenter votre réflexion sur le financement des transports en vous présentant un certain nombre de concepts théoriques qui viennent de la théorie des finances publiques et de discuter de c'est quoi les cibles de financement qu'on pourrait avoir et quels sont les instruments les plus appropriés à cet égard-là. On va changer encore une fois de slide. Parfait. Donc, la théorie des finances publiques nous enseigne que le gouvernement et les instruments de financement ont 3 rôles. Le premier, c'est d'allouer efficacement les ressources pour assurer, en fait, qu'on finance des services qui répondent aux besoins et aux objectifs de la population. La deuxième chose, c'est de redistribuer la richesse, soit d'une part en faisant un ajustement des contributions ou encore en mettant en place des programmes de financement qui vont permettre une meilleure égalité des chances au sein de la société. La troisième mission, c'est d'assurer une certaine stabilité des grands agrégats macroéconomiques. Et là, on va parler évidemment de l'emploi, de l'inflation et et de la croissance économique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu comment est-ce que dans le secteur des transports, ces 3 rôles-là s'articulent. On va changer. On va commencer par discuter un petit peu d'efficacité. Donc, la condition classique en matière d'efficacité survient lorsqu'on a une combinaison, en fait, de services qui... en fait, on ne peut pas trouver une combinaison alternative qui permettrait d'améliorer le bien-être d'une personne sans réduire le bien-être d'une autre personne. Évidemment, l'efficacité, ça s'évalue toujours au regard d'objectifs spécifiques. Donc, si, par exemple, notre objectif, c'est de déplacer le plus de personnes possible sur le réseau pendant l'heure de pointe, on pourrait se demander si, par une réallocation des ressources budgétaires, on permettrait, en fait, d'améliorer les temps de déplacement. Quand on regarde le système actuel, quand on considère les taux d'occupation des véhicules, on se dit qu'on est devant un système qui est relativement intensif en ressources, qui est extrêmement coûteux. Et donc, on peut se dire que peut-être que l'objectif, en fait, actuellement du système de financement, c'est pas de déplacer des personnes, mais peut-être plus des véhicules. Donc, si on change ici, on peut par ailleurs se demander c'est quoi les outils dont on s'est doté collectivement pour assurer une allocation efficace de nos ressources en fonction de différents projets d'investissement. La première chose qu'on a faite, on s'est doté de fonds dédiés. On en a parlé, le FOR. Le FOR portait un autre nom dans les années 90 et on l'a mis en place essentiellement pour assurer un meilleur équilibre budgétaire à cette époque-là. En théorie, l'objectif d'un fonds, c'est plutôt de lier efficacement les revenus et les dépenses pour faire des meilleurs choix d'investissement. Sauf que pendant cette période-là, comme on cherchait plutôt à atteindre l'équilibre budgétaire, on a procédé à une série de transferts de responsabilités envers les municipalités, quand on pense à la voirie locale, quand on pense au transport en commun. On a aussi transféré des responsabilités plus récemment vers les acteurs privés. Et finalement, pendant toute cette période-là, on a aussi transféré la responsabilité vers le citoyen. Parce que quand il n'y a pas de service de transport adéquat dans une région, le citoyen se voit dans l'obligation d'acquérir un véhicule qui est extrêmement coûteux, finalement, pour combler ses besoins de transport. Le deuxième outil dont on s'est doté, c'est un guide d'analyse avantage-coût pour faire des bons choix d'investissement dans le secteur du transport routier. Ce guide-là comporte malheureusement 3 défauts. Le premier, c'est qu'on a des paramètres qu'on indexe de manière régulière, mais qu'on ne révise pas en profondeur pour refléter en fait l'état d'avancement des connaissances et aussi les meilleures pratiques à l'échelle internationale. Son deuxième défaut, si je vais... Oui, c'est ça, c'est qu'on en fait une application qui est plutôt asymétrique et non systématique en fonction des projets, ce qui fait qu'on peut produire 2 analyses qu'on n'est pas capable de comparer l'une à l'autre. Son troisième défaut, c'est qu'en fait, les paramètres qui sont utilisés rendent à peu près impossible la comparaison de projets de transport routier et de transport en commun. En 2010, on a instauré le FOR avec l'idée, en fait, de partager les ressources de la taxe sur l'essence et des droits d'immatriculation entre le transport en commun et le transport automobile. Mais en pratique, on n'a aucun outil qui nous permet de guider nos décisions d'investissement à travers ça. Le troisième outil dont on s'est doté collectivement, c'est une directive sur la gestion des projets majeurs. Puis ça, c'est survenu un peu plus récemment à la suite, en fait, de plusieurs scandales de dépassement de coûts. Et cette directive-là part d'une bonne intention. Le seul problème, c'est qu'elle contient des dispositions, en fait, qui permettent au gouvernement de soustraire de manière discrétionnaire les projets de son choix. C'est le cas du troisième lien en ce moment. Donc, on a des outils, mais ils ne sont pas pleinement efficaces, on pourrait dire ça. Si on change, on va parler un petit peu aussi des questions d'équité, ce qui, en général, c'est important. On constate typiquement qu'une situation est équitable quand 2 personnes qui sont dans des positions similaires sont traitées de manière similaire et quand 2 personnes dans des positions différentes sont traitées de manière différente. On entend fréquemment dans le discours public
que l'imposition de péage serait inéquitable parce que ça impacterait très négativement les personnes à faible revenu. Et par contre, quand on fait une évaluation de l'équité, il faut évidemment considérer la capacité de payer des individus, mais aussi les bénéfices qu'ils reçoivent en contrepartie. Et quand on choisit, par exemple, de s'établir très, très loin d'un centre, eh bien, on bénéficie d'un très grand niveau d'infrastructure d'une part, puis on bénéficie aussi de prix immobiliers qui sont beaucoup moins dispendieux d'autre part. Donc, évidemment, la question des personnes à faible revenu doit être adressée, mais elle peut être adressée d'une autre façon. Parce que se priver, en fait, d'un outil de tarification comme les péages, c'est aussi de se priver d'incitatifs pour réduire l'étalement urbain. La question de l'équité, en fait, on peut la traiter à travers l'impôt sur le revenu. On peut envoyer une compensation pour les personnes à plus faible revenu. On pourrait aussi mettre en place des programmes, en fait, de développement de logements abordables à proximité des axes de transport en commun. Donc, chaque outil n'a pas à répondre aux 3 objectifs initiaux, c'est-à-dire allouer efficacement les ressources, assurer l'équité et finalement assurer une espèce de stabilité macroéconomique. Chaque outil n'a pas à répondre à ces 3 choses-là. On peut prendre un outil pour un et prendre un autre outil, en fait, pour assurer une équité et une efficacité globale d'un système de financement. Il faut le réfléchir de cette façon-là. On va changer ici. Une autre question d'équité qui est en train d'émerger, évidemment, c'est la question de l'électrification des très, très gros véhicules. Donc, évidemment, ces véhicules-là n'émettront plus d'émissions, ce qui est très bien, mais ils vont continuer à avoir un impact sur la chaussée et donc sur les dépenses d'entretien. Ils vont continuer à avoir un impact sur la sécurité routière. Ils vont continuer à avoir des impacts sur la congestion. Puis là, quand on regarde la quantité, en fait, de subventions, d'exemptions, de gratuité qu'on offre sur ces véhicules-là, on peut se demander s'ils contribuent toujours équitablement au financement des transports. Ici. Actuellement, au Québec, on s'est doté d'une politique de la mobilité durable, mais on n'a pas de politique de financement. Si on avait une politique de financement, on aurait des cibles claires. Ces cibles-là, en fait, on pourrait en évaluer les coûts. Et ces coûts-là, en fait, on pourrait choisir les instruments les meilleurs pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on collecte des revenus actuellement? Est-ce que c'est pour financer l'exploitation? Est-ce que c'est pour assurer l'entretien du réseau? Est-ce que c'est pour internaliser les externalités? Implicitement, le système de financement le fait ish. Sauf que si on avait vraiment des cibles claires, eh bien, probablement que les taux qu'on utilise, les instruments qu'on utilise seraient un petit peu différents. J'aimerais profiter de l'occasion de vous parler d'une externalité, en fait, qui n'est pas pleinement compensée actuellement. Puis je vais parler, en fait, de l'impact des transports sur la santé. La science est assez claire. Les émissions polluantes ont des impacts, en fait, augmentent la prévalence de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires. Même depuis 2017, on sait que ça a un impact sur le diabète. On sait aussi que l'utilisation de véhicules augmente la sédentarité des individus et donc les impacts sur leur santé. Actuellement, on a pourtant un mécanisme d'interfinancement qui existe, qui est insoupçonné. Chaque fois que vous achetez un litre d'essence, vous allez payer une taxe de vente sur ce litre d'essence-là qui est versée sur le fonds consolidé et qui sert à financer la santé. Ça n'a jamais été réfléchi ou formulé de cette façon-là. Pourtant, ça existe. Mais comme ça n'a jamais été formulé, on ne sait pas exactement à quel niveau on est en train de compenser cette externalité-là ou non. Ça ici, on va passer. Donc, chacun des instruments, en fait, de financement a un potentiel pour aller chercher une cible. Sauf qu'ils ne sont pas tous efficaces et équitables de la même façon. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait, moi, je pense, réfléchir un peu plus profondément. Si on prend, mettons, l'actuelle taxe sur l'essence, donc chaque fois qu'on achète un litre d'essence, évidemment, c'est lié aux émissions qu'on produit et c'est probablement très bien pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, au niveau de l'entretien, eh bien, on a un grand nombre de kilomètres qui sont parcourus sur la voirie locale et la taxe sur l'essence ne finance absolument pas la voirie locale ou très peu. Donc, finalement, puis actuellement, qu'on le veuille ou pas, l'essentiel de la taxe sur l'essence contribue au financement de l'entretien du réseau ou à son développement. Mais ce n'est pas exactement le meilleur outil peut-être pour atteindre cet objectif de financement-là. Si on prenait une taxe kilométrique, par exemple, ce serait possible de lier chaque segment routier à ses dépenses d'entretien. De lier chaque segment routier, par exemple, aux besoins de financement pour le développer ultérieurement, pour l'agrandir, pour compenser les émissions de gaz à effet de serre en ajustant les contributions en fonction du volume par véhicule. On pourrait aussi penser que pour la sécurité routière. Donc, on pourrait vraiment utiliser la taxe kilométrique comme un outil flexible, efficace et équitable en fonction des actes routiers des utilisateurs. Ça pourrait remplacer un grand nombre d'outils, puis ça pourrait aussi simplifier énormément le système de financement et la compréhension du contribuable, pourquoi est-ce qu'il paye, en ayant une facture unique à un endroit. Et donc, on va terminer. Donc, les choses que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, tout d'abord, c'est qu'effectivement, le système de financement des transports est excessivement complexe, trop complexe, pour à peu près très peu de gains en matière d'efficacité et d'équité. On n'a pas de cible de financement clair, et donc les outils qu'on utilise ne sont pas tout à fait aussi performants qu'ils devraient l'être.
on a une absence de mécanisme d'allocation efficace de nos ressources. Donc, les instruments qu'on a pour choisir nos projets d'investissement actuellement ne sont pas tout à fait arrimés à nos objectifs. On a aussi, donc, évidemment, on a une présence d'inéquité et d'efficacité dans le système. Et finalement, on n'a pas beaucoup de temps pour en discuter, mais on en a aussi un petit peu parlé, les retombées économiques, en fait, du secteur des transports. Moi, je pense qu'on a une absence de vision stratégique au Québec qui est assez alarmante. Et je vais vous laisser sur cette dernière image qui, à mon avis, dit un petit peu tout, si tu peux changer. Donc, il y a plusieurs études qui ont été démontrées qu'en fait, quand on investit dans le transport en commun, les retombées économiques sont beaucoup plus grandes au Québec en particulier, parce que la majorité des emplois associés à l'automobile sont en Ontario, et pourtant, ils dépensent plus que nous. Et donc, si on a un investissement en automobile, et à mon avis, on a un petit peu raté le train. Mais bon, il n'est jamais trop tard, peut-être, pour revisiter tout ça. Fait que j'espère que ma présentation a contribué à votre réflexion, puis on pourra en continuer à en parler un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Madame Millard. Donc, rapidement, on va passer à Madame Cauchy pour la dernière présentation, puis on va faire vite pour avoir un petit peu de temps pour les questions. On est toujours en retard dans ce genre d'événement-là, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui n'auront pas le temps de poser leurs questions. Bonjour, je m'appelle Marie-Michel Cauchy, je suis conseillère en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, je vais essayer de faire ça vite pour vous faire un bref résumé là, des travaux de la CMM en matière de financement du transport collectif. Mais pour ça, je vais commencer par le début en vous présentant brièvement la CMM. Tu peux changer si tu veux. Donc, la CMM, c'est un organisme métropolitain qui planifie, coordonne puis finance sur le territoire de la CMM pour 82 municipalités. La CMM a des compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, d'environnement, de logement social, de transport collectif. En matière de transport collectif, la gouvernance dans la CMM, c'est divisé en 3 niveaux. Il y a un niveau politique, un niveau stratégique, puis un niveau opérationnel. La CMM, on se situe au niveau politique. On identifie là, des orientations métropolitaines pour le transport collectif. Au niveau stratégique, on a l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui organise les services sur le territoire. Puis au niveau opérationnel, on a les organismes publics de transport collectif qui ont l'importante tâche de livrer le service. On peut changer. Donc, la CMM, son outil de planification principal, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui a été adopté en 2011. Le PMAD s'appuie fortement sur le transport collectif puis sur son pouvoir structurant sur l'urbanisation pour l'atteinte de ces objectifs. On a des cibles spécifiques en matière de transport collectif, notamment d'orienter 60% de la croissance des ménages aux abords des points d'accès du transport dans les aires TOD, puis d'augmenter la part modale du transport collectif en période de pointe du matin à 35% d'ici 2021. En 2018, cette part modale-là est un petit peu plus que 25%. Il y a également des cibles ambitieuses là, qui se trouvent dans la politique de mobilité durable dont il faut prendre en considération. Pour pouvoir atteindre ces cibles-là, il va falloir investir de manière importante pour le développement du transport collectif puis pour le maintien des services. Évidemment, quand on investit pour développer le transport collectif, il faut garder en tête que ça va également causer des augmentations de coûts au niveau de l'exploitation des services puis du maintien des actifs qu'on a déjà. Donc, en fait, tout ça, ça va faire de la pression sur le cadre financier, puis ça va faire de la pression sur les contributeurs du financement actuel, dont les municipalités. Donc, la CMM s'est penchée sur la question du financement du transport collectif à 2 reprises, en 2012 puis en 2019. L'objectif de ces activités-là, en fait, c'était d'étudier les nouvelles sources de financement, puis de voir comment on pourrait réfléchir à obtenir un financement récurrent et stable pour le transport collectif dans l'avenir. Entre 2012 puis 2019, évidemment, le cadre financier du transport collectif a grandement changé avec l'adoption de la première politique de financement de la RTM. Donc, les travaux de 2019 font la mise à jour de ce qui a été fait en 2012 en prenant en compte ce nouveau contexte-là. Puis aussi en prenant en compte le contexte du fait qu'il y a plusieurs nouveaux projets qui ont été annoncés et donc on peut entrevoir une augmentation importante là, des coûts liés au transport collectif.
Donc, il y a eu des projections qui ont été faites entre 2018 puis 2028. Puis, sur cette période-là, on prévoyait une augmentation annuelle moyenne des contributions municipales de 8 %. La politique de financement de la RTM prévoit un plafond des contributions municipales à 30 %. Par contre, sans l'apport de nouvelles sources, ça va être un plafond qui va être difficile à maintenir dans le futur selon les travaux qu'on a réalisés. C'est certain que la situation de la COVID vient changer un peu la donne de manière ponctuelle. Par contre, les travaux de la commission sont basés sur des projections à long terme, puis selon nous, les conclusions demeurent pertinentes dans une optique de reprise progressive de l'achalandage au sortir de la pandémie. Donc, les recommandations qui ont été faites par la commission du transport. Oh non, on est encore dans les rapports. Les recommandations qui ont été faites par la commission du transport, c'est une bonification, c'est de demander au gouvernement une bonification de ses contributions au transport collectif, de demander l'introduction de nouvelles sources de financement à moyen et long terme par voie législative, puis l'indexation des contributions en provenant des automobilistes qui sont restés les mêmes depuis longtemps. La commission recommandait également d'amorcer le processus pour la mise en place d'une taxe sur l'immatriculation, qui est un pouvoir qui est inscrit à la loi sur la CMM depuis 2016, puis d'étudier de manière plus spécifique les sources de financement qui seraient liées à l'écofiscalité, comme la tarification kilométrique, puis la tarification des stationnements. Donc, depuis 2019, on peut passer maintenant. Depuis 2019, le Conseil de la CMM a adopté un règlement relatif à l'application d'une taxe sur l'immatriculation sur le territoire de la CMM puis la ville de Saint-Jérôme. La CMM a aussi résolu d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement pour établir un pacte fiscal sur le financement du transport collectif. Puis, dans le même ordre d'idée, dans ses demandes au prochain gouvernement du Canada, la CMM demande au gouvernement fédéral, en tant que partenaire du gouvernement provincial, de renforcer sa contribution au transport collectif, autant pour pallier au manque à gagner causé par la pandémie que pour le maintien des services puis le développement du transport collectif. Aussi, la CMM souhaite avoir des discussions pour établir des ententes aménagement-transport avec les municipalités du pourtour de la CMM pour assurer une meilleure équité territoriale. En fait, il y a évidemment des personnes qui habitent dans les municipalités du territoire périmétropolitain qui se déplacent vers la CMM pour travailler. Les municipalités de ce territoire-là ne contribuent pas au financement de la RTM au même titre que les municipalités de la CMM. Il y a donc quelque chose à regarder à ce niveau-là. Par contre, pour l'avenir du financement du transport collectif, évidemment, il va falloir que l'ensemble des partenaires s'assoient pour discuter, incluant la RTM puis les gouvernements supérieurs. Merci. Merci beaucoup, Marie-Michel. Donc, on va avoir du temps pour des questions, n'est-ce pas merveilleux? Puis s'il y en a trop, bien, c'est pas plus grave que ça. J'annonce, j'ai pris une grande décision, on débordera de quelques minutes. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, si vous avez des questions, on a un micro dans la salle. On va vous demander de mettre votre masque et vous déplacer jusqu'au micro pour aller poser votre question. Rendu au micro, vous pouvez le baisser pour qu'on vous entende comme il faut. Pour ceux qui sont avec nous en ligne, c'est assez simple. Sur votre écran à gauche, il est écrit « Écrivez votre question ici ». C'est là, vous l'envoyez. Privilégiez des questions courtes, s'il vous plaît, ça facilite la lecture pour nous. Il y a Gabriel dans mon équipe qui est ici avec nous aujourd'hui qui va pouvoir se lever et aller au micro, poser des questions qui seront envoyées par nos participants en ligne. Vous pouvez donc commencer tout de suite à poser vos questions, mais je vais me permettre de lancer la discussion avec une première question. Marie-Michel, vous l'avez abordée. La question de la COVID, c'était un peu abordé aussi dans l'étude. On entend quand même dans le discours une certaine frange de la population ou
différents intervenants qui questionnent la pertinence de continuer d'investir massivement dans le développement de services de transport collectif à cause de la pandémie, puis du télétravail, du téléétude et de toutes ces nouvelles façons de fonctionner depuis 1 an et demi. Pourtant, la politique de mobilité durable prévoyait une croissance de l'offre de services de 5 % par année, donc on est un peu en opposition là-dedans. À votre avis, est-ce que c'est toujours pertinent de continuer de développer massivement nos services de transport collectif? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer en premier. Bien, je peux y aller. Tu sais, la première chose à savoir, c'est que c'est pas la première pandémie qu'on vit à l'échelle de l'humanité. Donc, les effets de cette pandémie-là vont finir par se dissiper éventuellement. Ça peut prendre du temps, mais ça risque pas mal de se dissiper. Et les investissements en transport collectif, c'est des investissements sur des centaines d'années. Donc, c'est structurant, ça change l'aménagement du territoire et tout ça. Il faut voir ça dans une perspective de très, très, très long terme. Et donc, même si à court terme, on va avoir plus recours au télétravail, puis probablement de manière durable, la population, elle va continuer d'augmenter. Donc, la croissance démographique va se poursuivre et éventuellement, ces réseaux-là vont être très utiles. Donc, il faut vraiment voir, à mon avis, ça dans une perspective de plusieurs centaines d'années et pas dans les 10 prochaines années. Oui, si je peux me permettre, bien, certainement que ça demeure pertinent. Puis c'est vrai que, bon, je presse pour ma paroisse, là, coordonnateur de l'Alliance Transit pour le financement des transports collectifs. Mais tout de même, bon, l'urgence climatique est toujours là. L'étalement urbain demeure un problème criant, probablement encore plus qu'il l'était. En fait, d'année en année, il devient de plus en plus criant. La relance économique aussi, c'est une occasion de développer rapidement des infrastructures. Faisons les bons choix d'infrastructures. Donc, les objectifs que l'on s'est donnés il y a 2-3 ans de développement rapide des transports collectifs, de la mobilité durable en général, à mon avis, ils sont tout aussi pertinents, sinon plus qu'ils l'étaient à l'époque. Sauf que pour les atteindre, c'est vrai que la situation de la pandémie cause une situation qui est périlleuse. C'est-à-dire que c'est vrai que présentement, les revenus tarifaires sont très bas. En fait, on a à peu près retrouvé à la STM, on a vu dans les nouvelles la semaine dernière, 50 % de l'achalandage pré-pandémie. Et il faut trouver une solution à cette situation-là. Il faut que les paliers supérieurs de gouvernement continuent au moins jusqu'à la fin de la pandémie à être présents pour s'assurer le maintien de l'offre de service et éventuellement son développement. Donc, le palier québécois de gouvernement doit entendre l'appel. Je pense qu'il y a même des gens qui sont en ligne, qui nous écoutent. Votre responsabilité, elle est là et on a des attentes très élevées. Une question de Simon Carreau. C'est bien de parler de comment on remplacera la taxe sur l'essence quand le fort sera à sec, mais que fait-on pour les sociétés de transport qui ont les 2 pieds dans une crise et qui doivent considérer actuellement des coupures de services? C'est assez cohérent avec le commentaire que je viens de faire. On a identifié une série de sources de financement. Marie-Michel a parlé de la taxe sur l'immatriculation. Brigitte t'a parlé de différentes sources aussi. Franchement, oui, il faut avoir les sources les plus optimales, mais il faut, dans tous les cas, urgemment trouver des alternatives. Je serais bien curieux d'entendre, Brigitte, est-ce que tu as des alternatives privilégiées, surtout à court terme, peut-être? Oui. Tu sais, je pense que c'est pas une réflexion qui doit être indépendante, en fait, du financement du réseau routier. Ce qu'on n'investit pas en transport en commun, on va finir par le dépenser soit de manière privée en achat de véhicules ou soit en achat en dépenses, finalement, c'est pas la taxe d'essence, ce sera la taxe kilométrique ou ce sera les droits d'immatriculation. Je pense qu'on a d'abord un choix de société à faire. Donc, est-ce qu'on veut vraiment le financer, notre réseau de transport collectif? Est-ce qu'on veut vraiment améliorer notre mobilité durable, réduire nos émissions et tout ça? Après ça, les sources de financement, une fois qu'on a fait ce choix-là comme société, il y a plein de sources qui sont disponibles. C'est juste une question de transfert de fonds. Il y en a des plus optimales que d'autres, évidemment, mais la question, c'est pas tant quelle source, est-ce qu'on fait vraiment ce choix-là, puis est-ce qu'on y va, tu sais? Peut-être un dernier commentaire à cet égard-là. Le fameux chantier sur le financement auquel j'ai référé tout à l'heure, on attend des conclusions. Il a commencé en 2019. Il devait se conclure plus tôt. Donc, il faudra bien faire le portrait d'où on en est et nous donner des indications minimales de quelles seront les solutions qui seront privilégiées. Un peu sur le même sujet, je me permettrais, Marie-Michel, de
me tourner vers vous. En 2019, vous l'avez mentionné, la CMM avait évalué différentes sources de financement possibles pour contrer le problème à court terme. Les municipalités avaient voté en faveur de l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation. Qu'est-ce qui arrive avec cette taxe sur l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation? Qu'est-ce qui avait mené à ce consensus-là? Oui. Bien, en fait, effectivement, là, en 2019, la Commission du transport de la CMM avait recommandé d'amorcer le processus pour adopter la réglementation pour pouvoir avoir la taxe sur l'immatriculation. Le règlement a été adopté par le Conseil de la CMM en 2019. Par contre, là, il faut, pour pouvoir percevoir la taxe sur l'immatriculation, il faut que ça passe par la Société d'assurance automobile du Québec. Puis, en ce moment, ils sont dans les travaux qui sont liés à la transformation numérique gouvernementale. Donc, avec la modernisation là, de leur système, ils ne pouvaient pas procéder immédiatement là, pour la taxe sur l'immatriculation. Par contre, ça pourrait devenir possible en 2023. OK, donc tout le monde l'a entendu, là, les attentes sont hautes pour 2023. Parfait, s'il y en a du gouvernement du Québec aussi en ligne, vous l'aurez entendu, il y a beaucoup de pression qui se met de ce côté-ci. Gabrielle, on a d'autres questions en ligne. Oui, une question de Ciné qui vous remercie d'abord pour la présentation. La pandémie a augmenté le télétravail, mais également l'utilisation de la voiture solo. Qu'est-ce que peuvent faire les sociétés de services pour augmenter le rattrapage sur leur achalandage? On aurait aimé ça avoir un panéliste des sociétés de transport, j'imagine. Est-ce que quelqu'un veut se risquer? C'est difficile à répondre, le rôle des sociétés de transport, parce que j'aurais effectivement le réflexe de me retourner sans surprise vers les mesures d'écofiscalité qui encouragent le transfert modal vers les transports collectifs et actifs. À cet égard-là, la RTM peut avoir l'Autorité régionale de transport métropolitain, peut avoir un leadership à jouer important. Par ailleurs, si on peut juste réfléchir un peu à la pandémie, la STM le fait un peu et d'autres sociétés de transport le font aussi. Tout simplement, informer la population que les transports collectifs sont des lieux sécuritaires pour vous déplacer. Il y a eu à peu près aucune éclosion. Et ça, c'est bien malheureux. On a vu dans l'espace public des photos d'autobus pour illustrer des articles qui nous parlaient de la pandémie, alors que factuellement, il n'y en a pratiquement pas eu. Donc ça, il faut le faire savoir, faut le dire le plus possible. Les sociétés de transport le disent. Il n'y a pas qu'eux qui doivent le dire. Le ministre des Transports le dit quelques fois. On veut l'entendre plus souvent. Le gouvernement du Québec pourrait même faire une campagne d'éducation, de sensibilisation, de promotion des transports collectifs. Allez-y, c'est sécuritaire. Merci Samuel pour ce pep talk. Bon, dans la salle, si vous avez des questions, on vous invite à y aller au micro. Les gens en ligne vont penser qu'on parle tout seul depuis tantôt, qu'on fait semblant qu'il y a du monde dans cette salle. Je ferais peut-être un petit élément sur la dernière question, si c'est possible. En fait, aussi, on peut prendre en considération que le fait qu'il va y avoir un retour au travail progressif et donc les gens vont recommencer à avoir des activités, 10 activités, 10 besoins de déplacement. Et là, la congestion va augmenter. Éventuellement, en fait, l'attrait pour le transport collectif va revenir lentement mais sûrement. Puis une autre peut-être partie de la discussion qu'il faudrait avoir, c'est le coût des véhicules privés. Donc, pendant la pandémie, ça n'a jamais été aussi vrai. Un véhicule coûte, ça dépend du modèle que vous avez, mais en 7 et 10 000 $ par année. Puis l'essentiel du coût, c'est sa dépréciation. Quand vous regardez un véhicule, là, c'est comme des dollars qui s'envolent. Le véhicule, juste à le regarder, il perd sa valeur. Et donc, pendant la pandémie, en fait, avant déjà la pandémie, 95 % du temps, les véhicules demeurent stationnés. Pendant la pandémie, on était quoi? Peut-être 99 % du temps. Donc, c'est des véhicules qui coûtent extrêmement cher pour à peu près pas d'utilisation. Éventuellement, peut-être les gens vont avoir une réflexion sur se départir de certains de leurs véhicules et le transport collectif va redevenir encore là très utile à ce moment-là. Je pense qu'on a cette réflexion-là aussi en tant que collectivité à avoir, que dépenser quelque chose comme 36 milliards de dollars chaque année pour des véhicules qui dorment la moitié du temps, peut-être que ce n'est pas exactement le meilleur investissement, puis le meilleur usage qu'on fait de notre argent privé et collectif. C'était d'ailleurs une des cibles de la politique de la mobilité durable, de réduire de 20 % les dépenses des ménages reliées au transport. Oui, c'est tout à fait. Merci d'ajuster mes temps de verbe. Gabrielle, on a encore une question. Oui, une question de Roberto. Dans le contexte des élections fédérales, est-ce que le gouvernement fédéral ne devrait pas être interpellé pour soutenir le financement des transports collectifs? C'est une question qui se pose et qui est posée par beaucoup d'intervenants. En fait, il y a de nombreuses sociétés de transport qui ont pris position favorablement à ça. Sociétés de transport
On peut même voir des regroupements de municipalités qui ont pris position favorablement. Transit n'a pas, là, comme organisation, comme regroupement de positions historiques là-dessus, mais certainement que l'enjeu de financer l'exploitation des réseaux de transport, il est important, il faut y trouver des solutions, et d'une manière ou d'une autre, le fédéral, comme le gouvernement du Québec, devra y contribuer. Après ça, il faut voir comment on le fera, mais oui, il faut que tous les paliers collaborent, tous les paliers de gouvernement collaborent pour, de manière générale, financer les réseaux de transport collectifs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent rajouter? Je vois juste des hochements de tête, tout le monde est d'accord. En fait, ça fait partie des demandes de la CMM au prochain gouvernement du Canada là, de participer au financement du transport collectif en tant que partenaire du gouvernement du Québec. Parfait. Je me permettrais, moi, on en a préparé, l'air de rien, des questions. Je me permettrais de m'adresser à Benjamin par rapport à l'étude. Moi, je fais partie de ceux qui ont pu la lire, attentivement d'ailleurs. Il y a beaucoup d'exemples de projets pilotes, puis il y a la question de l'acceptabilité sociale qui revient souvent. Il y en a eu plusieurs, des projets pilotes. Est-ce que c'est nécessaire de passer par un projet pilote si on veut implanter ça au Québec? Puis si oui, qu'est-ce qu'on veut tester avec ça? Quelle est la meilleure façon de faire pour favoriser l'acceptabilité sociale? C'est sûr que... Oui, c'est sûr qu'il faut faire un projet pilote. On ne peut pas se fier juste aux projets pilotes qui ont déjà été faits parce que, juste pour tester aussi, est-ce que ça va être les technologies ou ce qui est ici qui vont avoir été faites au Québec aussi? On a quand même une expertise, juste dans la région de Montréal, entre autres. Puis ce qui pourrait être bien aussi, c'est pas juste... c'est commencer, par exemple, graduellement. C'est une étude qui se fait sur 10 ans environ. Un projet qui se fait au moins sur 10 ans. Donc, ça peut être au début pour les camions seulement, après ça, ou sinon les véhicules électriques au début. Ensuite, c'est seulement les gens volontaires, un peu comme ce qui s'est fait aux États-Unis. Tester, puis c'est ça, les gens qui sont volontaires pourraient faire rembourser la taxe sur les carburants. Ils pourraient, par exemple, aussi avoir des projets pilotes, pas des projets pilotes, des bureaux de projets. Des bureaux de projets pilotes pour... c'est ça, donc dans le fond, c'est ça. Ce serait vraiment pour tester justement les technologies au Québec. Et ce serait une occasion aussi pour ce genre de projet-là de solliciter justement le financement des gouvernements fédéraux et provinciaux. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Le fédéral finance les projets pilotes dans de nombreux États. Donc, c'est ça. Puis, ça a l'air... Je ne sais pas si ça a un rapport, mais dans le sens même tester les conditions hivernales du Québec, si on veut se démarquer des autres, je sais. Parfait. Marie-Michel, vous l'avez mentionné aussi, la CMM avait évalué l'acceptabilité sociale de certaines mesures de diverses sources de financement possibles pour le transport collectif en 2019. Vous travaillez aussi avec des élus qui sont nécessairement préoccupés par l'acceptabilité sociale des mesures et des projets qu'ils mettent de l'avant. Donc, y a-t-il des mesures qui sont plus acceptables pour les citoyens que d'autres? J'imagine que oui. En fait, en 2019, dans le cadre des travaux de la Commission du transport, là, on avait fait un sondage avec la firme Crop qui avait sondé un peu plus de 1000 personnes sur le territoire de la CMM, là, bien distribuées sur le territoire, pour voir leur favorabilité à différentes sources de financement. C'est certain qu'il y a des limites à ça parce que le financement du transport collectif, c'est quelque chose qui est déjà très complexe. Là, donc, je pense qu'il faudrait aussi que les gens soient bien plus informés sur comment ça se passe là, pour pouvoir se prononcer adéquatement sur les sources. Mais dans le sondage, là, il y avait différentes sources qui ressortaient comme plus acceptables pour les gens. Là, on parle, par exemple, de l'élargissement des droits d'immatriculation aux véhicules commerciaux. La redevance en transport, là, comme on a pour le REM, ça aussi, c'était quand même, ça paraissait quand même bien aux yeux de la population. Il y avait la redistribution d'une partie de la taxe de vente, l'imposition d'une taxe sur les grands terrains de stationnement, puis la taxe sur l'immatriculation qui ressortait quand même comme étant favorable dans le sondage. J'imagine que c'est ce qui a guidé aussi le choix. C'est sûr que ça peut aider le choix, mais il y a aussi le fait que c'est un des pouvoirs que la CMM avait dans sa loi de pouvoir lever une taxe sur l'immatriculation. Donc, à ce niveau-là, c'est ce qui paraissait être le plus rapide à faire à court terme. Là. Parfait. Samuel, je pense que tu veux ajouter.
Oui, bien, parmi les mécanismes d'éco-fiscalité qui existent, là, on a beaucoup parlé le bonus-malus ou la redevance remise pour ce qui est des voitures polluantes qui pourraient servir à financer l'achat de véhicules électriques. Au début de l'année 2020, avec plusieurs organisations environnementales, il y avait un sondage léger qui avait été commandé où on apprenait que la majorité des Québécois étaient favorables à ce que les propriétaires de véhicules polluants paient davantage. Et ça, ce que ça ferait, là, si on utilise ce mécanisme-là, c'est que ça libérerait de l'espace dans le fonds vert, là, les revenus du marché du carbone, et on pourrait réutiliser ces sommes-là qui se libéreraient dans le fonds vert pour les rediriger vers les transports collectifs. Donc voilà une mesure qui, franchement, selon le sondage, était chez les Québécois majoritairement favorable. Merci. On se permet de déborder. Je pense qu'on a quelques questions en ligne. On trouve qu'ils sont bonnes. On va donc poser 2-3 dernières questions avant de conclure en retard cet événement. Oui, une question de Jean-Charles. La tarification kilométrique est-elle une solution adaptée pour les régions éloignées? Les distances entre les grands centres sont une réalité et où le déploiement d'initiatives de transport collectif régional rencontre son lot de problèmes. Je dirais que oui, c'est adapté d'une certaine façon, dans la mesure où est-ce que c'est paramétré, comme en région, ça coûterait moins cher, notamment parce que les coûts indirects de déplacement sont moins importants qu'en milieu urbain, dans le sens on ne crée pas vraiment beaucoup moins de congestion en région qu'en milieu urbain, donc les coûts seraient moins élevés, par exemple. Ça répond à la question. Je dirais que, en fait, un des usages de la taxe kilométrique, ça va être de remplacer la taxe sur l'essence. Puis actuellement, la taxe sur l'essence, c'est un taux, en fait, qui peut être un peu moins élevé dans certaines régions proches des frontières et tout ça. Mais globalement, plus on est loin, plus on paie de taxe sur l'essence. Donc, on se retrouve exactement dans les mêmes enjeux. Puis comme Benjamin le souligne, en fait, on peut moduler en fonction des enjeux régionaux. Donc, dans les régions éloignées, c'est plutôt l'entretien du réseau, peut-être certains enjeux de sécurité, mais en ville, on a des impacts supplémentaires sur la congestion, les émissions et tout ça. Donc, on peut facilement moduler pour refléter ces réalités-là. Et on pourrait même le moduler exactement au niveau où elle est présentement, si on voulait. Exact. Merci. D'autres questions? Une dernière pour conclure. Yeah. Quelle serait, selon vous, la première action collective à poser afin de s'assurer que les gouvernements prennent le virage du transport collectif au Québec? Est-ce que quelqu'un se lance? Moi, je dirais en fait sur le fait qu'il devient urgent d'avoir une vraie politique de financement, une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on cherche à financer, comment est-ce qu'on veut le financer. Je pense que c'est la chose qui manque actuellement parce qu'on a beau avoir des objectifs, on n'a pas tout à fait la vision sur comment l'atteindre. Je suis tout à fait d'accord avec Brigitte. Parfait, donc tout le monde est d'accord et c'est là-dessus, sur ce beau consensus, qu'on conclura cet événement. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent parmi nous, pour certains, présents parmi nous virtuellement en ligne pour d'autres. Merci à la technique qui a fait un travail remarquable en si peu de temps. Merci Gabrielle pour tout ce que tu as fait pour que cet événement soit possible. Puis merci certainement à nos panélistes pour votre présence aujourd'hui. C'était très éclairant, cette réflexion. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.